Monsieur le ministre, mes chers collègues, après 5 ans d'âpres négociations, la triste saga du Brexit a pris fin avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier, de l'accord de commerce et de coopération entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Le groupe Les Républicains tient à féliciter et à souligner l'action déterminante de Michel Barnier dans les négociations successives, sachant préserver l'unité des États membres en recherchant le consensus dans le cadre des lignes directrices fixées par chaque pays, ayant aussi toujours en tête les préoccupations exprimées par notre assemblée, en particulier le sort des pêcheurs et la préservation de la fluidité du trafic dans les ports et le tunnel sous la Manche. Cet accord est un bon accord, mais il comporte néanmoins certains points de vigilance. Le premier d'entre eux concerne le secteur de la pêche, où la clause de revoyure dans 5 ans fait peser sur nos marins pêcheurs une incertitude dévastatrice pour leur compétitivité et leurs investissements futurs. Le gouvernement doit dès maintenant s'engager à garantir les pertes potentielles, mais aussi à se préparer à engager un véritable bras de fer avec nos voisins britanniques. Le deuxième point de vigilance concerne la situation de nos étudiants, privés d'Erasmus au Royaume-Uni, nos voisins, ayant fait le choix de se retirer de ce programme pour lancer le leur. Il serait néanmoins intolérable d'empêcher les étudiants français et européens d'étudier dans un pays anglophone. Il est donc nécessaire, au plan européen, d'accompagner les universités irlandaises afin qu'elles aient plus de places d'Erasmus d'une part, mais aussi d'imaginer un système d'échanges bilatéraux entre établissements français et britanniques. Je ne peux par ailleurs que regretter que la France ait fait le choix délibéré de ne pas intégrer les questions migratoires dans les négociations. Sortis des accords de Dublin, nos voisins vont attirer tous ceux qui ont déjà effectué une demande d'asile en Europe, ne craignant plus d'être renvoyés vers le pays en charge de l'étude de cette demande ou de première entrée. Ces migrants s'ajouteront donc à ceux déjà présents le long des côtes de la Manche et de la mer du Nord, et en particulier dans ma circonscription de Calais, où ils seraient alors aux mains des passeurs, risquant leur vie pour traverser sur des radios de fortune. Sortis des accords de Dublin, les Britanniques s'exonèrent aussi, du même coup, de leur obligation morale de réunification familiale et de prise en charge de certains mineurs isolés. Enfin, le gouvernement a la responsabilité de veiller à ce que la divergence normative inhérente au Brexit ne se transforme pas en un dumping social, fiscal et environnemental au détriment de nos entreprises européennes et françaises. En aucun cas, nous ne pouvons tolérer la création d'un Singapour sur Tamise à 30 km de nos côtes, avec qui plus est un accès quasi illimité à nos marchés. Brexit means Brexit dans les deux sens. Monsieur le ministre, mes chers collègues, personne ne croyait au Brexit. Aujourd'hui, le Royaume-Uni n'est plus membre de l'Union européenne. Je lance un avertissement solennel. Les causes structurelles du Brexit n'ont pas disparu, bien au contraire. Elles ont même été renforcées par la crise sanitaire. Dans la course au vaccin, le Royaume-Uni a su faire mieux que l'Union européenne. Ainsi, plus de 20 millions de Britanniques ont reçu une première dose contre 3 millions de Français. Cette différence enfonce un coin dans l'affirmation qu'à plusieurs, nous serions forcément, et en tout temps, plus efficaces que seuls. Incapables de vacciner aussi vite que le Royaume-Uni, l'Union européenne a également échoué à fournir aux pays de l'ancien bloc communiste, non membres de l'Union, les doses de vaccins, jetant ces pays dans les bras des Russes et des Chinois. C'est aussi une défaite géostratégique. Une autre cause du Brexit n'a toujours pas été traitée comme il se doit. Il s'agit de la question migratoire. Le futur pacte sur la migration et l'asile ne permettra pas de résoudre la crise existentielle qui traverse nos populations, car il ne répond pas à la seule question que se posent réellement les Européens. Pouvons-nous réellement choisir qui a le droit de se maintenir et de s'intégrer dans nos pays ? L'Union européenne, si elle veut être comprise, doit être claire sur ses valeurs et sur ses principes. Cela passe aussi par une plus grande solidarité entre pays et l'obligation de jouer avec les mêmes règles du jeu. Cela n'est pas le cas aujourd'hui avec le dumping fiscal et social organisé par différents États membres. Cela sera encore moins le cas demain, en raison des rabais importants sur leur contribution au budget de l'Union, que la France a accepté d'accorder à ces mêmes pays, afin d'obtenir une victoire politique au président Macron sur le plan de relance. Cette victoire à court terme instille, monsieur le ministre, le poison de la discorde future. Enfin, le double discours du gouvernement sur des sujets aussi sensibles que les accords commerciaux ou l'adhésion de la Turquie en Europe sème les graines de la division. Comment le président Macron peut-il affirmer son opposition à l'accord de libre-échange Mercosur en décembre, tout en autorisant ses ministres à continuer les négociations en janvier ? Comment accepter que le gouvernement refuse, depuis juillet 2019, d'inscrire à l'ordre du jour du Sénat le CETA tout en approuvant sa large application partielle ? Comment enfin tolérer l'entrisme et les insultes turques à la France et que, en même temps, notre pays ne mette pas un veto définitif au processus d'adhésion de la Turquie, faisant même du pays d'Erdogan le second bénéficiaire de notre aide publique au développement ? Monsieur le ministre,
La responsabilité du Gouvernement est simple, mais effrayante : faire en sorte que le Brexit ne reste qu'une péripétie exceptionnelle et non pas le commencement d'un délitement plus vaste. Je vous remercie.